Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par l'annonce faite par le secrétaire général du RND, Mustafa Yahi, lors d'une rencontre organisée au siège du parti, ayant réuni des représentants du FLN et d'El Moustaqbel autour d'une même table pour débattre des préparatifs d'un conclave de l'instance de coordination de l'Alliance des partis majoritaires pour l'Algérie, élargi aux experts, qui organisera le 13 juillet prochain à Alger une conférence nationale pour soutenir la candidature d'Ahmed Tebboune, un second mandat. Le secrétaire général du RND, Mustafa Yahi, a précisé d'emblée que la conjoncture est particulière et qu'elle implique la consolidation des rangs. Dans le même ordre, et à 2 semaines de la date limite du dépôt des dossiers de candidature devant l'autorité nationale indépendante des élections ANI des présidentielles du 7 septembre, Tebboune multiplie les sorties sur le terrain et instruit les médias à mettre en exergue les réalisations de l'Algérie nouvelle. Le chef de l'État n'a toujours pas indiqué s'il était candidat à sa propre succession. Il n'empêche, la vie politique s'emballe comme par magie à l'approche du scrutin anticipé du 7 septembre. Ahmed Tebboune a donné cette semaine à la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger le coup d'envoi d'une opération de distribution de plus de 250 000 logements, toutes formules confondues à travers le territoire national. Le chef de l'État a déclaré: les efforts de l'Algérie suscitent la jalousie de nos ennemis. Aucun autre pays au monde ne peut rivaliser avec les chiffres de l'Algérie en matière de logement, a-t-il relevé. Notons que les Algériens devraient s'enorgueillir des réalisations de leur pays libre pour lequel des millions de chouhada se sont sacrifiés. 5 juillet 1962, 5 juillet 2024, 62 ans après l'indépendance de notre pays, l'Algérie peine à trouver son chemin. Les Algériens ont l'impression d'un grand gâchis au regard du potentiel dont le pays dispose. L'Algérie est secouée depuis 2019 par un mouvement politique d'une forme et d'une ampleur exceptionnelle. Le Hirak est l'expression massive d'un divorce profond et irrémédiable entre la majorité de la population et le régime qui commande le pays depuis l'indépendance. Au bout d'une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène irrésistiblement le pays vers une impasse majeure, le système politique algérien incapable de se renouveler et de s'ouvrir semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. L'état des lieux en témoigne: l'Algérie nouvelle est un titre vide de sens. Un climat étouffant de coercition et de menaces où la peur a été actionnée comme un puissant levier qui nous a fait basculer dans un inconfort précaire. Quel sens donner à cette volonté de faire entrer dans un moule étroit tout le génie d'un peuple résilié à accepter de jouer un rôle qu'il n'a jamais appris? Le champ politique est laissé libre à l'institution militaire et accessoirement à la présidence de la République. Ce duo s'érige en bureau politique et décide à eux deux les orientations à court terme et surtout son contrôle démocratique. 62 ans après l'indépendance de notre pays, la question qui s'impose: comment un pays comme l'Algérie, terre aux richesses impressionnantes, grenier de l'Europe, traversé par des cultures vivantes, légataire d'une histoire plurimillénaire, patrie de grands écrivains, a pu sombrer dans un naufrage politique, économique et social qui a englouti des âmes qui périssent encore de nos jours dans les fonds obscurs de la Méditerranée. Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune repose sur le mensonge, le déni de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Son maintien en l'état devient une véritable menace pour le pays. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال! روحوا بلادنا! الاستقلال! الاستقلال! الحقوا حريتنا! هاتوا قائد لنا بهدوء! استعمار في بلادي
بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوا الشجعان ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان. « 5 juillet 1962, 5 juillet 2024, 62 ans d'illégitimité et ça continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohsen Belabès, ancien président du RCD, qui est avec nous depuis Alger, via Skype. Mohsen Belabès, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et merci à tous les auditeurs qui vont nous écouter durant cette émission. Merci beaucoup, Mohsen Belabès. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Dr Raouf Farah, qui est chercheur en géopolitique. Il est avec nous par téléphone depuis Alger ou le Canada, parce qu'on m'a dit. Raouf Farah, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Raouf. Bonsoir, avec Msaha pour l'invitation. Barakallahu fik, marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir le professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon. Il sera avec nous depuis Lyon par téléphone. Mohsen Belabès, je vais commencer cette émission avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Mohsen. 62 ans après l'indépendance de notre pays, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à la situation que vit notre pays. On est à quelques semaines de cette élection présidentielle anticipée jusqu'à maintenant. Le président sortant, Ouad Majid Tebboune, n'a pas encore déclaré son intention de briguer un deuxième mandat. On va revenir sur la décision du RCD. Et je vais vous laisser donc la libre parole par rapport à ça, si vous voulez répondre ou pas. Mais le RCD, vous étiez donc le président de ce parti, Mohsen Belabès. Il a pris la décision de ne pas participer à cette élection présidentielle. Je vous laisse la parole, Mohsen Belabès. Alors, vous me laissez la parole, il faut parler du RCD ou bien il faut parler de l'indépendance confisquée? Je vous laisse la parole libre si vous voulez commencer par nous faire un petit état des lieux de la situation donc vit notre pays 62 ans après l'indépendance. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je l'ai écrit en gros en disant que bien que l'indépendance ait apporté la liberté nationale, la gouvernance caractérisée par l'autoritarisme, l'incompétence, la corruption, l'inefficacité a souvent déçu les aspirations de progrès et de démocratie des pans entiers de la société. L'enthousiasme initial de la libération nationale a été tempéré par des décennies de gestion autoritaire où les dirigeants ont souvent consolidé le pouvoir aux dépens des libertés civiles et politiques. La corruption systémique est devenue un fléau, sapant la confiance des citoyens dans leurs institutions et entravant le développement économique et social. Le système de gouvernance rentier et centralisé qui repose largement sur les revenus des ressources naturelles, a permis aux élites au pouvoir de se maintenir, de maintenir un contrôle strict sur l'économie et la politique. Depuis 1960, ce modèle de gouvernance est resté largement inchangé.
perpétuant une dépendance excessive aux exportations des hydrocarbures et négligeant la diversification économique nécessaire pour un développement durable. Ce modèle centralisé, il a également marginalisé les compétences et les voix au niveau régional, local, en renforçant un sentiment d'exclusion, d'aliénation et d'injustice parmi les populations diverses du pays. Les réformes maintes fois promises, comme en 88, en 2011 et récemment encore en 2019-2020 pour moderniser et démocratiser la gouvernance. Ils ont souvent été superficiels et souvent très vite contrecarrés par des intérêts établis, laissant de nombreux citoyens désabusés et sceptiques quant à la possibilité d'un véritable changement. Le fléau du chômage particulièrement préoccupant parmi la jeunesse demeure un enjeu central, suscitant une profonde frustration et désillusion au sein de la société. De nombreux jeunes désabusés par le manque d'opportunités se lancent dans l'audacieuse entreprise de devenir haraga, bravant les dangers de la traversée de la Méditerranée dans l'espoir de trouver des horizons plus prometteurs à l'étranger. Ainsi, bien que l'indépendance ait été un moment décisif pour la liberté nationale, les espoirs de démocratie et de progrès restent en grande partie non réalisés, entravés par des structures du pouvoir qui privilégient le maintien du statu quo au détriment d'une gouvernance inclusive et efficace. Voilà ce que j'avais à dire sur... Très bien. Très très bien. Restez avec nous, Mohsen Belabbas. On va donner la parole à Raouf Farah. Raouf Farah, votre, bien sûr, aperçu de notre pays. Rappelons à Raouf que vous étiez aussi emprisonné depuis l'avènement de cette nouvelle Algérie, si on peut l'appeler ainsi. Quel est votre regard donc de ce qui se passe en Algérie, de l'état des lieux, 62 ans après donc cette indépendance? Bonsoir à vous. Bon, je pense que le constat a été dressé par M. Mohsen Belabbas. Moi, je pars de l'idée aujourd'hui que le Hirak populaire pacifique a été une opportunité historique ratée par le régime pour engager une véritable transition démocratique, une transition graduelle, pacifique, pour changer le rapport entre le citoyen et l'État. Et c'est véritablement ça l'enjeu aujourd'hui. Les Algériens ne sont pas revanchards. Les Algériens ne cherchent pas une liberté absolue. Ils cherchent tout simplement à retrouver des parts de souveraineté qui ont été abandonnées, qui ont été confisquées dès l'indépendance. Et ils cherchent aussi à avoir un État qui soit efficace, un État qui soit protecteur, un État qui accompagne la jeunesse et les pans et divers pans de la société. Et malheureusement, la fenêtre du Hirak, on a l'impression qu'elle a été trop courte, brutalement stoppée, et qu'elle aurait pu être le véritable rendez-vous pour, si on veut, reprendre l'histoire à partir du bon fil. Parce que depuis 62, il faut aussi, je pense qu'il faut considérer le Hirak comme étant un mouvement qui s'inscrit dans la longue tradition du peuple algérien, dans sa longue quête de démocratie et d'état de droit. Et c'est un point culminant. C'est un point culminant parce que c'est un événement d'envergure nationale dont on n'a pas encore, je pense, tout à fait ressenti la profondeur et l'ampleur. Aujourd'hui, le peuple algérien se retrouve dans une position de repli. On le voit avec le scrutin de septembre 2024 qui ne suscite en réalité aucun enthousiasme populaire.
tout simplement parce que la volonté populaire a été piétinée dès décembre 2019, lorsque le représentant à l'époque du régime, incarné par Ahmed Gaïd Salah, avait décidé de piétiner la volonté populaire et d'aller vers l'organisation forcée des élections de décembre 2019. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce scrutin il intervient surtout dans un désert intellectuel, dans un désert politique, qui reflète en fait l'état d'esprit dans lequel les gens se sentent. Et je pense que toute la propagande et tout le paravent du projet de l'Algérie nouvelle sont en train de, à chaque jour, tomber. On l'a vu hier encore une fois, pour être un peu plus dans le concret, le site de l'agence de la ADL qui a complètement sauté, alors qu'on nous promet une numérisation à grands pas, une technologisation de l'État, etc. On voit à chaque jour que, en réalité, le régime au pouvoir est vraiment dans une situation d'impasse parce que il y a une incompétence avérée au sein de l'État, une vraie difficulté à élargir les cercles de loyauté autour de soi. Donc je pense que tout ce que vous avez dit dans l'introduction est lié à la fois à cette longue histoire de confiscation des libertés, mais aussi à une volonté de se maintenir coûte que coûte. Et aujourd'hui, maintenir ce coûte que coûte, ça veut dire éviter inconditionnellement la répétition de toute expérience qui se reprocherait de près ou de loin au Hirak. Je vais revenir vers vous, Raouf Farah. Pour vous, donc, le Hirak est un danger pour le système. On a été rejoint par le professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon, depuis Lyon. Il est avec nous par téléphone. Professeur Houari Addi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Barakallahu fik. Shukran l'istidafa. Barakallahu fik, c'est le Houari. Houari Addi, avant de vous donner la parole, on va vous montrer donc cette petite vidéo et pendant le Hirak, un slogan qui a, si on peut dire, a marqué donc le Hirak. Ce slogan, c'était Al-Istiqlal. Les Algériens donc scandaient Al-Istiqlal. On regarde. Professeur Houari Addi, on est donc 62e anniversaire depuis l'indépendance de notre pays. Les Algériens, en 2019, scandaient Al-Istiqlal. Pourquoi, d'après vous? C'est très profond. Bien sûr, l'Algérie est indépendante. On a l'Istiqlal. Mais ce slogan, il faut bien l'interpréter. Il faut bien l'analyser. Il veut dire الاستقلال استقلالية الدولة بالنسبة للجهاز العسكري. Parce que l'Algérie, en tant que pays, est un pays souverain, c'est vrai, mais l'État est dominé par l'appareil militaire. L'État n'est pas indépendant. Et c'est ça d'ailleurs l'impasse, c'est ça l'échec du régime. Je vais revenir en faisant une analyse sociologique et historique. Je suis un universitaire et j'interviens dans le débat en tant qu'universitaire, et l'analyse que je fais, elle peut être même bénéfique à l'élite militaire. Moi, je souhaite que les généraux lisent les analyses des universitaires sur le régime. Voyez-vous? Donc, ce que je peux vous assurer, je développerai.
Est-ce que je peux vous assurer, le Houari a dit qu'ils suivent nos émissions. تفضل سي الهواري. Oui, non, mais ils suivent vos émissions pour remplir des BRQ, des bulletins je sais pas, quotidiens. Il faut que les généraux suivent surtout les analyses des universitaires, que ce soit des universitaires en Algérie ou à l'étranger, et qui ne sont pas des analyses, si vous voulez, politiciennes. Ce sont des analyses qui essayent de dire en quoi le régime algérien, même s'il y a des choses qu'il faut souligner pour dire que la société a progressé, la société a changé, mais surtout aussi pourquoi il y a cette impasse et pourquoi le régime, globalement, après 62 ans d'indépendance, a échoué. De mon point de vue, il a échoué à 3 niveaux. Le premier niveau, il est économique, et on le voit, et si vous me donnez 5 minutes, je peux expliquer comment. Le deuxième niveau, il est politique, et le troisième niveau, il est culturel. Parallèlement, la société a changé. En 1962, l'Algérie comptait 9 millions d'habitants. Sur les 9 millions d'habitants, 7 millions vivaient dans des villages et dans les campagnes. Aujourd'hui, il y a 65% d'Algériens ou 70% d'Algériens qui vivent dans les villes. En 62, on avait à peine 1000 étudiants. Aujourd'hui, nous avons 1 million d'étudiants. Si vous voulez, sur le plan quantitatif, il y a eu des changements. Mais sur le plan qualitatif, il n'y a pas eu de progrès. Il y a eu même, je dirais, un recul. Parce que les élites algériennes, même si elles étaient très minoritaires en 62, étaient beaucoup plus cultivées que les élites politiques algériennes d'aujourd'hui. Vous comprenez? Dans un pays où il y a 1 million d'étudiants, comment se fait-il que Wahad Kima Bengrina soit un acteur politique important? Il y a de quoi devenir fou. Qu'est-ce qu'il fait que... Est-ce que vous voulez que je développe sur les trois volets où le régime a échoué? Très bien. Mais dans le message, c'est le Houari Addi, dans le message donc, pour la fête, donc 70e anniversaire de la fête de l'indépendance, le message du chef de l'État, Majid Tebboune, et là, je le cite, « Nul n'ignore que la période que nous avons traversée était pleine de défis, que ce soit sur le plan intérieur ou extérieur, mais la sincérité et la détermination des hommes et la conscience de la noblesse de la mission annoncée, toujours la victoire malgré la multitude d'obstacles. Oui, l'Algérie a triomphé. Elle a triomphé en retrouvant le giron de ses enfants, l'honneur de son nom et la place que lui sied. L'Algérie a réussi à redonner confiance à un avenir meilleur, à renforcer la cohésion nationale, à raviver l'espoir et à relancer l'économie. » C'est ce qu'on appelle la langue de bois et qui n'a aucun rapport avec la réalité. Monsieur Tebboune est un haut fonctionnaire désigné par l'appareil militaire pour exercer les fonctions de président de la République, et il produit, ou on lui fait produire un discours qui enchante la réalité, qui masque la réalité. Ça ne correspond. Cet extrait que vous venez de lire n'a aucun sens dans l'Algérie de Bab el Oued ou chez la jeunesse qui est en proie au chômage et à la drogue, et dans des proportions alarmantes. Voyez-vous, mais parce que pour lui, vous avez parlé de l'armée. Vous avez parlé de l'armée et le rôle de l'armée donc par rapport donc à ce pouvoir.
pourquoi ce rôle de l'armée ou l'émission de l'armée donc dans les affaires politiques a duré tant d'années. On parle depuis 62. Comment ce système s'est maintenu? Ce système s'est maintenu parce que, qu'on le veuille ou non, à l'indépendance, nous étions une société faiblement élaborée intellectuellement, sociologiquement, économiquement. Et donc, il n'y avait pas de force sociale. Et quand je parle de force sociale, ni des syndicats, ni des corporations du pouvoir économique privé, ni des unions professionnelles qui pouvaient contrebalancer l'hégémonie du pouvoir exécutif que s'est approprié le pouvoir militaire. Et donc, si vous voulez, l'échec de ce régime, c'est qu'il n'a pas favorisé l'émergence d'une culture moderne, d'une économie productive, et il n'a pas favorisé ou n'a pas accepté l'émergence de pouvoirs sociaux autonomes. Par pouvoir sociaux autonome, je parle par exemple du pouvoir universitaire, du pouvoir religieux, du pouvoir syndical, du pouvoir économique privé. Il a refusé. Et en refusant l'autonomie de ces pouvoirs, il a étouffé les potentialités de cette société qui était déjà très fragilisée par le système colonial. Nous étions une société coloniale. La France coloniale a refusé la modernité aux Algériens. Et c'est pour ça que les Algériens ont pris les armes. Quand ils ont pris les armes, et c'était la seule alternative au pouvoir colonial, c'était la création d'un pouvoir militaire qui dirige la révolution armée. Mais le problème, c'est qu'à l'indépendance, cet appareil militaire qui a été créé avec les larmes et le sang a mis sous tutelle l'État. Il est vrai que dans les années 60 et 70, le projet était nominalement, verbalement révolutionnaire. Boumediene disait « je suis contre les partis parce que les partis vont nous faire perdre du temps, il faut industrialiser, il faut scolariser, etc. etc. » Le problème, c'est que son projet a échoué. Et donc, après, dans les années 80, le pouvoir militaire n'avait plus de projet idéologique. Et on est dans le mensonge, dans le discours et dans le mensonge verbal. Avec Chadli, ensuite, après 88. Et donc, le pouvoir se maintient par la répression. Il ne se maintient pas par l'ancrage d'un parti politique qui le porte. Vous savez, on dit la Chine est un pays autoritaire, c'est un régime autoritaire. C'est vrai que la Chine est un régime autoritaire, mais la Chine n'est pas dirigée par un appareil militaire. La Chine est dirigée par un parti politique qui a ses racines dans les villages. Si nous avions même un parti unique, enraciné dans la société, nous ferions des progrès. Mais nous avons un appareil d'État qui est coupé politiquement de la société. C'est ça l'échec de notre pays, et c'est ça sur lequel les généraux devraient prendre conscience. Quand Tebboune il dit « nous avons vaincu les obstacles », il veut dire « nous avons vaincu les aspirations du peuple qui ne veut plus de nous. Et maintenant, on l'a fait taire, et maintenant, nous sommes là, et nous serons là. » Voilà ce qu'il veut dire. Pour lui, l'obstacle, c'est le peuple. L'obstacle, c'est le peuple pour lui. Très bien. Restez avec nous, professeur El Houari Addi. On va revenir, bien sûr, à la période
de l'avènement de ce qu'il appelle donc le pouvoir algérien, l'Algérie nouvelle, de ces partis aussi qui appellent Ahmed Tebboune à briguer un deuxième mandat pour la stabilité de l'Algérie. Et là, on va écouter dans ce passage, et je vais donner la parole, il est avec nous aussi, Mohsen Belabbas, professeur Abdi, Mohsen Belabbas est avec nous depuis Alger. On va écouter les déclaration de Saleh Goudjil, le président donc du Conseil national, donc le Sénat. On l'écoute dans ces déclarations et je reviens à mes invités juste après. هذا تقريب 5 سنوات اللي فاتت من بعد تنصيب رئيس الجمهورية أصوات كثيرة في كل ميادين من الناحية السياسية من الناحية الدستورية ولكن من الناحية الاقتصادية واليوم الحمد لله رانا وصلنا لنقطة لا رجوع في الاستقلال الاقتصادي اللي راح يضمن الاستقلال السياسي. لما نضمن الاستقلال السياسي تاعنا من خلال الاستقلال الاقتصادي نقوي كلمة الجزائر، نقوي الموقف تاعنا في الجزائر، والحمد لله احنا فخورين جدا بالمستوى اللي يوصل ليه الجيش الوطني الشعبي تاعنا في كل ميدان. Saleh Goudjil, donc le président du Conseil de la Nation, le Sénat, et on va écouter aussi dans ce passage le premier secrétaire ou le responsable du RND qui appelle donc avec d'autres partis, le FLN, Al Mustaqbal, à une conférence le 13 juillet prochain pour donc appeler Ahmed Tebboune à briguer un deuxième mandat. On l'écoute. وأعلن اليوم باسم زملائي باسم قادة الأحزاب الثلاث سيتكون هناك ندوة وطنية يوم 13 جويلية القادم بالجزائر العاصمة. دوما نقول أن الجزائر أولا ثم البرامج ثم نهضروا على الشخص، نهضروا على المواطن عبد المجيد تبون. وما تسألوني سؤال آخر تقولوا لي يترشح ما يترشحش، اسألوه هو. أنا هنا والإخوان مش ناطقين للسيد رئيس الجمهورية أو للمواطن. كنا درنا عنوان كبير، منهم من التمس، منهم من نادى، منهم من دعا، منهم من رشح. ما يهمنيش تقنيات، ولكن كلنا حول المواطن عبد المجيد تبون. Mohsen Belabbas, on est en train de constater que les mêmes pratiques, les mêmes mécanismes qui avaient ou dans l'ère Bouteflika sont en train donc de se répéter avant cette élection présidentielle du 7 septembre. Comment vous voyez l'Algérie si Ahmed Tebboune va briguer un deuxième mandat? Ils sont en train de tout faire pour donc demander à Ahmed Tebboune de briguer un deuxième mandat. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays, surtout quand on parle de 62 ans après l'indépendance? Que ce soit le plus important, Abdelaziz, c'est pareil d'ailleurs, Abdelaziz Bouteflika bien Abdelmajid Tebboune, il bégaye notre mandat ou pas, c'est pas le plus important. C'est important d'abord de signaler que dans les propos tenus par Goudjil, il y a une reconnaissance implicite et c'est grave à ce niveau de responsabilité que de dire que nous n'avons pas notre indépendance politique et nous n'avons pas notre indépendance économique, parce que c'est ce qu'il a dit. En gros, il a dit bientôt nous allons avoir notre indépendance économique, ce qui nous permettra de voir notre indépendance politique. Donc nous n'avons pas les deux et c'est grave comme propos de la part du numéro 2 de l'État algérien. La réalité, c'est que la problématique, de mon point de vue, reste la même. N'a pas changé depuis l'indépendance. Et le processus électoral, il a toujours été permis par des fraudes électorales, par des manipulations, par un manque flagrant de transparence.
Les scrutins, ils ont toujours été décriés à cause de l'opacité dans laquelle ils sont organisés, l'absence de compétition équitable. C'est connu la mainmise exercée par l'élite politico-militaire, et ça depuis l'indépendance, ainsi que la prédominance du système, ce qu'on appelle le système FLN. Il a toujours limité les possibilités de transformation par le biais du suffrage universel. Les dirigeants officiels eux-mêmes, par exemple, c'est Abdelaziz Bouteflika lui-même qui, si je me souviens bien, en mars 2011, dans un discours à la nation, a reconnu publiquement que tous les scrutins organisés par l'État algérien de 62 jusqu'au jour où il avait tenu ce discours, au minimum, étaient des scrutins truqués. Lui, il les a qualifiés, il les a comparés aux élections organisées par Nejnen durant la France coloniale. Donc la réalité, c'est celle-là. Non, nous avons eu une période, c'était la période qui a suivi le Hirak, donc les scrutins qui sont organisés depuis 2019, à commencer par celui de l'élection présidentielle du 12-12, ils ont tous été caractérisés par un boycott massif. Donc les populations ont boycotté ces scrutins. Et ça veut dire quelque chose. Donc, je dirais, ça révèle une profonde défiance envers le système électoral et la classe politique en place. L'abstention généralisée, il illustre quelque chose, donc c'est le rejet par les citoyens des conditions électorales actuelles et l'exigence d'une réforme substantielle pour garantir des élections libres et équitables. C'est important d'en parler parce que souvent on entend des voix nous dire non, mais il faut aller participer dans cette compétition, il faut se battre. Non, mais c'est important de parler de toutes ces conditions avant. Parce que sinon, c'est pareil, on va faire et là, si vous me permettez, si vous me permettez, je vais vous laisser continuer. Si vous... aux militaires. Parce que j'ai commencé à faire de la politique, j'étais très jeune, il y avait un ancien dirigeant politique qui me disait, vous savez, Monsieur Marcin, si vous voulez vraiment faire de la politique, vous avez dans ce pays, vous devez plaire à l'armée et à la France. Et moi, je ne veux plaire ni à l'armée ni à la France. Un responsable politique, il est censé travailler pour apporter des solutions à un problème qui se pose dans la société et dans le pays. Donc, c'est important de dire que la légitimité électorale, c'est un point majeur dans notre pays. Donc, nous devons agir dans le sens de donner des instruments qui vont faire que les élections donnent de la légitimité. Et pour ce faire, ils doivent être organisés dans un cadre qui garantit et là, je reviens sur la décision, la transparence, etc. Et là, je reviens sur la décision du parti du RCD, dont vous étiez donc le président, Mohsen Belhabbas. Le RCD donc a décidé de ne pas participer à cette élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain, mais il n'a pas appelé au boycott. Mohsen Belhabbas. Vous savez, moi je ne crois pas que appeler au boycott aurait changé quelque chose. La réalité, c'est que depuis 2019, il est très clair que la majorité des citoyens algériens s'abstiennent, ne participent pas, boycottent les élections. Donc, ça ne sert à rien de leur demander d'aller boycotter. Ils savent très bien que les conditions d'une élection transparente ne sont pas réunies. Ils savent très bien que c'est encore une fois une opération très théâtrale qui vise une perpétuation du statu quo. Donc,
méfiance et la désillusion au sein des populations n'a jamais été aussi grande. Donc, parce qu'il y a eu les manifestations du Hirak qui ont révélé un profond désir de changement et de véritable démocratie, malheureusement, et c'est qu'encore une fois, ce changement n'est pas là. Cette démocratie tant attendue et même chantée par les dirigeants officiels ne sont pas là. Le changement, les réformes politiques profondes du système attendu et même annoncé par les dirigeants officiels qui parlent de Jazair Jadida ne sont pas là. Donc c'est un leurre. Le plus grave, moi je pense que déjà vouloir organiser des élections alors que nous avons des centaines de citoyens algériens, pour la majorité des militants politiques et associatifs qui croupissent dans les paysans, c'est une preuve que c'est une supercherie. Encore une fois, à ces élections, j'ai vu sur les réseaux sociaux un certain nombre de militants qui s'attendaient à une grâce à l'occasion justement de la fête de l'indépendance nationale. Ils pensaient que parce que il y a une élection qui est projetée pour le 7 septembre, le pouvoir va faire l'effort de libérer ces détenus. Il n'en est rien parce qu'en réalité, ici, il n'a pas besoin du vote des Algériens. C'est un pouvoir qui s'en fout. Il a été dit par la bouche du président lui-même, il a dit que le taux de participation importe peu. Donc, on ne peut pas parler d'élection alors qu'il y a absence de liberté, il y a instrumentalisation de la justice, il y a interdiction faite aux citoyens de s'organiser, des agréments ne sont pas donnés aux partis politiques. On va assister durant quelques semaines encore à remplir une cheville d'un certain nombre de candidats qui vont nous dire qu'ils ont subi des blocages de la part de l'administration dans la collecte de signatures. D'autres vont vous dire que nos militants ont été dissuadés dans la collecte des signatures. Voilà ce genre de discours, alors que c'est connu partout dans le monde quand il y a une élection présidentielle. Et essentiellement, une élection présidentielle, c'est d'abord une compétition entre des projets politiques, des programmes. Nous n'avons rien vu pour l'instant, ni de la part du candidat du pouvoir, donc Abdelmajid Tebboune, et de la part de ceux qui ont décidé d'aller récupérer les formulaires au niveau du ministère de l'Intérieur pour participer à cette compétition. C'est une forme de mépris envers les populations. Maintenant, quand on ne parle pas aux populations, à ceux qui sont censés être électeurs de projets, de visions, de solutions aux problèmes qui se posent à la nation, ça veut dire qu'on les méprise, ça veut dire qu'on s'en fout de leur vote. Donc, il faudra le dire, il n'y aura pas d'élection on l'entend, il va y avoir encore une fois une pièce de théâtre qui va reconduire le statu quo. Très bien. Restez avec nous, Mohsen Belabbès. Je rappelle aussi, Mohsen, que je vais juste passer ce poste de Fattah Sadat, si c'est possible, nos amis de la régie, en compagnie de Mohsen Belabbès au tribunal Hussein Dey, après accomplissement donc, de l'obligation de contrôle judiciaire, un contrôle judiciaire perdure depuis janvier 2002. En effet, l'instruction est clôturée, l'affaire jugée en date du 17 mars 2024 et un jugement de condamnation rendu en date du 24 mars 2024 lui infligeant une peine de 6 mois de prison ferme et 100 000 dinars d'amende ferme, mais ce personnage politique reste toujours soumis aux exigences du contrôle judiciaire. Maître Fattah Sadat. Je vais revenir à Dr Raouf Farah. Raouf Farah, Mohsen Belabbès, bien sûr, a parlé de cette
grâce présidentielle que beaucoup peut-être pensaient va toucher les détenus d'opinion, mais il n'est pas le cas. On va écouter dans ce passage donc l'annonce de la grâce présidentielle donc par rapport au 5 juillet. On regarde la vidéo. وبمناسبة الاحتفال الدائما بالذكرى 62 لعيد الاستقلال، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا، ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023-2024. Raouf Farah, il y a des présidents de partis qui sont candidats à cette élection présidentielle. Dans la rencontre qui était avec Ahmadji Tebboune, on demandait donc des mesures d'apaisement. Beaucoup ont espéré peut-être que les autorités ou Ahmadji Tebboune va répondre donc à ces mesures d'apaisement, mais il n'est pas donc ce n'est pas le cas. Il y a encore en prison donc des détenus d'opinion, dont Ihsan El-Qadi, journaliste. Vous êtes un fervent défenseur de la libération de Ihsan El-Qadi. Votre réaction par rapport à ce climat que vit notre pays à quelques semaines de cette élection présidentielle, et quand on parle d'une indépendance, de quelle indépendance on est en train de parler? Juste pour préciser, je suis un fervent défenseur de la libération de tous les détenus, sans exception, pas seulement Qadil Ihsan, mais tous ceux qui sont encore injustement et arbitrairement détenus. Leur place n'est pas dans les prisons. Ce sont pour la plupart des jeunes hommes et femmes très actifs qui pourraient jouer un rôle constructif dans l'amélioration des relations entre les citoyens et l'État. Pour ma part, je pense que j'avais très peu d'espoir parce qu'on sait très bien que le contexte aujourd'hui, quelques mois des élections ou du scrutin présidentiel, n'est pas favorable au vu du régime, encore une fois, que d'une possible libération ou d'une possible grâce de certains détenus. Je pense que si grâce il y a, ça se fera probablement une fois que le candidat désigné du régime sera bel et bien conforté dans sa place de président. Moi, je voudrais peut-être revenir à quelque chose d'important qui n'a pas été jusqu'à là souligné. C'est la fameuse question, le fameux dilemme pour nous en tant que à la fois chercheurs, mais aussi citoyens engagés, militants, activistes. C'est le fameux ni boycott passif, ni participation active à l'élection présidentielle. Et je pense que nous avons l'obligation dans l'Algérie post-Hirak de trouver une troisième voie. Parce que, tout simplement, comme je l'ai dit, l'élection présidentielle de septembre 2024 est un non-événement politique, dans le sens où elle ne génère aucun enthousiasme populaire. C'est le même mandat qui a piétiné la volonté populaire en décembre 2019. Le désert politique et intellectuel à la veille de ce scrutin est encore une fois l'expression la plus évidente de ce malaise, voire de ce mal-être, j'ai envie de dire. Et je pense que aujourd'hui, on veut plonger les Algériens dans un dilemme cornélien, donc soit le boycott passif, ou soit la participation active à un scrutin, bien sûr, perdu d'avance, où les candidats joueraient le rôle de figurants, peut-être sincères, pour certains vicieux. Mais, comme l'a dit Monsieur Mohsen Belabbès, peut-on aller réellement vers des élections quand la presse est muselée, quand il n'y a pas de contrôle sur les instances des élections? Je me demande, est-ce qu'on peut aller quand il y a plus de 200 détenus d'opinion? Est-ce qu'on peut y aller quand l'espace civique et les libertés qui étaient déjà très malmenées sont quasiment réduites à néant? Mais en parallèle, j'aimerais aussi souligner que est-ce qu'on peut éternellement boycotter indéfiniment un processus électoral dont le système se sert comme par avant, du moins sur la scène internationale? Est-ce que moralement c'est soutenable de laisser l'apanage d'un tel processus
a des figurants qui rivalisent de médiocrité et de petitesse. Je pense que M. Houari Addi a évoqué le cas de Bengrila, qui est un cas exemplaire, un cas d'école. Je pense que en tant que chercheur, en tant que militant, en tant qu'activiste, en tant que média, en tant que citoyen, nous avons l'obligation de réfléchir à un autre horizon de travail, à un horizon qui va bien au-delà de celui des élections, qui ne nous condamne pas à perdre espoir dans les idéaux du Hirak, et surtout parce que voilà, il y a un rappel cinglant. Et comment vous voyez cet horizon, Raouf Farah? Comment vous le voyez? Je pense qu'il faut. Le Hirak a été un moment où on a privilégié l'action sur la réflexion. Il est maintenant, je pense, essentiel de se concentrer sur la réflexion et sur la matérialisation de projets fédérateurs qui peuvent alimenter des actions à venir. Je pense notamment que le Hirak n'a pas atteint tous ses objectifs parce qu'il a été en partie orphelin de projets fédérateurs. On n'a pas laissé les gens travailler, c'est vrai, mais on n'a pas non plus développé des projets qui nous permettraient d'avoir une assise, une vraie assise. Et les signes de mécontentement populaire qu'on voit aujourd'hui, la crise de l'eau à Tieret, la cherté de la vie, l'Aïd al-Adha, la harga qui continue, vont s'intensifier. Et beaucoup d'Algériens vont réaliser qu'ils ont été victimes d'une illusion de changement par des politiques inefficaces de pacification sociale. Donc moi, je pense qu'il faut élargir le front citoyen, travailler minutieusement dans le temps long à construire des alternatives pour sortir à la fois du dégagisme primaire, parce que ce dégagisme a existé aussi un peu dans le Hirak, il faut être honnête et le dire. Et il faut aussi sortir du campisme, ce que j'appelle le campisme passif, c'est-à-dire rester dans une position de boycott éternel. Il faut aller vers un activisme constructif dans l'horizon et seulement la construction de l'état de droit. Et ça prend du travail et ça prend de la mobilisation et c'est le plus dur. Pour être prêt au tenter, parce que le repli qu'il y a actuellement dans la société est un repli temporaire. Il ne peut pas durer éternellement. Très bien. Vous avez fini, Raouf Farah? Oui. Ah, très bien. Restez avec nous. Très intéressant ce que vous êtes en train de dire, Raouf Farah. Professeur Houari Addi, vous avez entendu Raouf Farah, des questions très pertinentes, bien sûr, après 2019, après ce sursaut populaire qui voulait donc cette rupture avec le système. On a vu ce qui s'est passé après, donc ces élections du 12-12, l'avènement de ce qu'on appelle l'Algérie nouvelle. Farah dit que les Algériens vont se réaliser qu'ils vont être frappés donc par l'illusion, par ce projet de l'Algérie nouvelle. Et là, la question se pose bien sûr, le retour du Hirak. Et comment vous le voyez? Est-ce que vous pensez que le Hirak va revenir, comme on l'a vu par exemple en 2019, Houari Addi, et s'il revient, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, on pourra avoir une organisation peut-être meilleure de ce qu'on a vu en 2019? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question, Houari Addi? Farah Raouf, il a bien souligné, nous sommes dans une période de reflux. Le Hirak a existé parce que, si vous voulez, le régime a été trop loin dans la provocation du peuple algérien en présentant un 5e mandat d'un président qui était quasiment mourant. C'était de la provocation et donc le Hirak a explosé, la société a explosé. Mais en même temps, le Hirak est pacifique. Le Hirak a donné une perche à l'élite militaire pour qu'elle opère le changement historique nécessaire dans la perspective de la reconstruction du champ politique algérien. Et les élites militaires, je suis désolé, n'ont pas suivi. Le Hirak a été pacifique,
il a posé les vrais problèmes structurels de l'Algérie, mais l'acteur principal du champ politique n'a pas réagi, ou plutôt n'a pas réagi favorablement. Donc, c'est l'élite militaire, la situation n'est pas encore mûre pour changer. Parce que pour jouer un match de football, il faut être à deux. Le Hirak ne peut pas jouer le match de football seul. Le principal acteur politique n'a pas voulu jouer. Voyez-vous, le Hirak ne peut pas, les Algériens ne peuvent pas entrer en conflit armé contre leurs institutions, contre leur État, contre leur armée. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'a montré le Hirak. Il n'y a pas eu une seule goutte de sang. Il n'y a pas eu une seule vitre de brisée. C'est notre pays, c'est notre armée, c'est notre État. Ce sont nos institutions. Le Hirak disait, on veut des changements pacifiques. Or, le principal acteur politique qui se cache derrière des civils n'a pas voulu de changement. Donc, mais il va y avoir un moment où le changement sera inéluctable. Pourquoi? Parce que la perte du pouvoir d'achat et la baisse de la parité du dinar sont structurelles. Le mouton faisait 12 millions. C'est-à-dire dans 5 ans, le mouton va valoir 20 ou 30 millions. Et alors là, ça explosera. Voyez-vous, le Hirak a posé ses problèmes pour qu'ils soient résolus de façon pacifique. Voyez-vous, il y a des problèmes structurels. Le pouvoir d'achat, il ne peut pas s'améliorer dans les conditions politiques d'aujourd'hui. La culture algérienne ne peut pas se moderniser dans les conditions politiques d'aujourd'hui. Et tous ces problèmes, le niveau de nos lycéens, de nos étudiants, ne peut pas augmenter pour se rapprocher du niveau international avec les conditions politiques d'aujourd'hui. C'est de cela que les élites militaires doivent prendre conscience. Ils doivent prendre conscience que ça ne peut pas continuer et ça risque d'exploser. Maintenant, dans quelle forme? Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Mais ça ne peut pas tenir. Jusqu'à quand le dinar va dégringoler? Jusqu'à quand le pouvoir d'achat des Algériens va diminuer? Jusqu'à quand? Il y a un plancher en deçà duquel on ne peut pas descendre. Et pour cela, pour remonter, il faut des réformes politiques profondes. Et le Hirak, si vous voulez, qui a été l'expression de la majorité de la société, a montré qu'il est conscient de ces problèmes. Maintenant, c'est aux militaires de sortir de cette duplicité, de ce discours double, et de dire « Comment t'as khaté ?» Tu désignes le président, tu choisis les maires, tu choisis les députés, ou donc, il faudrait que les militaires, entre eux, et de façon aussi pacifique, sans coup d'État, sans mutinerie, qu'ils posent, qu'ils soulèvent ces problèmes. Il faut appeler un chat un chat. Il y a un seul acteur politique en Algérie, c'est les généraux. C'est même pas les colonels. Les colonels ne font pas de politique. Les capitaines ne font pas de politique. L'armée en Algérie ne fait pas de politique. Les généraux, ils font de la politique. Il faut qu'ils se réunissent et qu'ils s'entendent sur une transition progressive de sortie de la crise. C'est une crise structurelle qui ne peut pas se résoudre avec des élections truquées ou là avec... vous comprenez? Moi, je vois les choses comme ça. La balle est dans le camp des élites militaires. Et quand je dis les élites militaires, les généraux. Parce que le grade de général est une fonction politique. Ce qui ne devrait pas. Parce qu'il faudrait dépolitiser. Il faut dépolitiser le grade de général et il faut démilitariser le politique. C'est ça le grand problème de l'Algérie.
Très bien. Très important, professeur Lehouari Adi, je vais revenir vers vous. Je pense que Raouf Farah, je vais revenir vers Raouf Farah avant de donner la parole à Mohsen Belambas parce qu'il doit nous quitter. Yatik Saha, barakallahu fik d'avoir participé à cette émission. Mais Raouf Farah, dernière question. Vous avez entendu donc l'analyse du professeur Lehouari Adi, le seul acteur dans cette Algérie ou dans la scène politique, c'est les généraux. La balle est dans le camp des généraux, d'après donc ses dires. Professeur Lehouari Adi, on sait très bien que l'Algérie traverse des moments difficiles sur le plan international par rapport à la géopolitique. Beaucoup d'observateurs parlent que l'Algérie est isolée donc diplomatiquement. Est-ce que vous pensez que ce point ou ces difficultés au niveau géopolitique peuvent accélérer le changement à l'intérieur, Raouf Farah? Je pense que s'il y a encore de la raison dans le régime au pouvoir, il faudrait que ce message-là puisse arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de légitimité internationale sans de légitimité nationale. On ne peut pas être fort sur le plan international si on n'est pas puissant sur le plan national. Et tant qu'il y aura cette crise de légitimité sur le plan interne, nous serons fondamentalement, foncièrement affaiblis sur le plan international. Là, bon, il y a aussi une accumulation de crises avec la situation au Sahel, la situation en Libye, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, les tensions avec l'Espagne depuis la rupture au niveau du pipeline gazier qui nous lie. Des négociations concernant l'accord d'association avec l'Union européenne qui sont toujours à l'arrêt, l'incapacité qu'on a eue d'intégrer les BRICS alors que ça a été promu et monté comme étant l'événement du mandat présidentiel actuel. Et donc, moi, je pense que le message qu'on doit envoyer, encore une fois, en tant qu'universitaire, c'est de dire on ne peut pas faire de la politique extérieure de qualité si on ne jouit pas sur le plan interne d'une certaine forme de légitimité. Et si on n'ouvre pas les discussions autour de quelle vision on veut porter, quelle Algérie on veut défendre. Aujourd'hui, en Afrique, j'ai la chance moi-même de voyager à travers plusieurs pays du continent et je vois que le capital symbolique et politique qu'avait en tout cas l'Algérie est en train de fondre comme soleil sur neige. Il y a des raisons objectives pour cela, hein, on le sait. Il y a des formes de concurrence avec le Maroc qui font en sorte que l'Algérie soit diabolisée, décrédibilisée, etc. Mais il y a aussi une vraie perte de qualité dans notre présence sur le continent. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous devions essayer de penser à quelque chose, je rejoins ce qu'a dit M. Lehouari Adi, parce qu'il ne peut y avoir de solution seule. C'est-à-dire le régime seul ne peut pas y arriver et la société seule ne pourra pas arriver à créer les conditions d'un changement. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, commune, conjointe, pour aller chercher une sorte de nouveau contrat social, une sorte de nouveau rapport entre l'État et les citoyens. Et cela nécessite pas un rapport de dialogue pas un rapport de négociation, mais ça nécessite des ouvertures. Je ne parle pas d'une ouverture totale. Ça nécessite. Est-ce qu'on peut parler aussi de rapport de force? Bien sûr, le rapport de force, il est inhérent aux politiques. La politique, c'est la gestion pacifique des conflits au sein d'une société. Donc, il y a toujours des rapports de force. Ce sont les institutions intermédiaires, ce sont les espaces civiques qui permettent de juguler
ces tensions et de les absorber. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à un régime qui est autiste par rapport à cela, qui ne veut pas reconnaître qu'il y a des forces sociales que le peuple algérien a mûri en réalité, que ce n'est plus le même peuple qu'en 1962, qu'il y a des élites organiques. C'est pas des élites, peut-être, il y a des élites organiques dans toutes les wilayas du pays qui ont émergé durant le Hirak, et certains d'entre eux sont aujourd'hui en prison, et que c'est eux la relève. Et donc, il ne faut pas je pense qu'il faut qu'ils comprennent ou qu'ils intègrent l'idée qu'on n'est pas dans un rapport de confrontation. Je pense qu'il faudrait encore essayer peut-être de montrer, s'il fallait encore le montrer, que les citoyens et les militants engagés ne sont pas des ennemis du pays, mais au contraire une force constructive et patriote, mais qui est très attachée à son indépendance dans sa manière d'être et d'agir. Très bien. Dr Raouf Farah, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Chercheur en géopolitique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci. Mohsen Belabès, je reviens vers vous. 62 ans après donc l'indépendance de l'Algérie, chacun a fait son constat de la situation. La question qui se pose, est-ce que est-ce qu'il faut sauver l'Algérie maintenant? En 2019, les Algériens sont sortis en millions donc, pour sauver donc, l'Algérie. Et si on est dans cette démarche, comment peut-on la faire? Est-ce que c'est la responsabilité de l'élite, d'après vous? Comment vous voyez les choses, Mohsen Belabès? Il y a une forme de responsabilité qui est partagée, mais c'est une erreur que de dire qu'il suffit de produire un projet fédérateur pour régler le problème. C'est pareil s'agissant des élections. J'ai entendu M. Raouf dire qu'il faut en finir avec le boycott permanent des élections. D'abord, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu de boycott permanent. Il y a toujours eu des participations à des élections selon un certain nombre d'étapes. En fait, c'est la participation aux élections qui a fait que les Algériens sont arrivés à la conclusion que ça ne sert à rien d'aller dans une élection. Le meilleur exemple s'agissant de la participation aux élections, c'est celle de 1999. Il y a eu des participations importantes de par la qualité des candidats à l'époque. Tout le monde se souvient de la candidature de Hosseini Ahmed, de la candidature de Mouloud Hamrouj, de la candidature, si je me souviens bien, je pense, de Khatib, etc., en plus d'Abdelaziz Bouteflika, etc. Mais très vite, ils ont déchanté. Avant le jour J, ils ont décidé de retirer leur candidature parce qu'ils ont confirmé que finalement c'est une pièce latérale qui allait permettre aux candidats du système de prendre les rênes du pouvoir en ce temps-là. Ça n'a jamais changé, Bouteflika lui-même l'a dit. Donc c'est vrai qu'il faudra réfléchir, mais c'est une erreur que de croire qu'il suffit d'un projet fédérateur. La réalité, c'est que nous sommes dans une situation très compliquée. Les initiatives dans le sens de la fédération des énergies ont été entreprises par le passé. Moi, je me souviens très bien, j'étais acteur de cette initiative, la conférence de Mazafran, qui avait réussi à réunir l'essentiel de la classe politique à l'époque, toutes tendances confondues. Nous avions produit un projet, nous avons compris la problématique parce que l'idée dès le départ, c'était de créer les conditions de l'exercice politique et du pouvoir et de la compétition politique parce que, en gros, ces trois
cette problématique répondent un peu à ces questions de légitimité du pouvoir. Mais nous avons vu que le pouvoir très vite a tout fait pour casser cette initiative. Nous avons lancé des initiatives semblables. Depuis 2019, nous n'étions pas les seuls. Il y a l'exemple, par exemple, du PAD, le Pacte pour l'alternative démocratique, qui lui aussi était une initiative dans laquelle plusieurs acteurs politiques se sont impliqués, qui postulaient là aussi l'idée d'aller vers une transition constituante pour régler justement ces problèmes. Mais nous avons vu le pouvoir a fait le choix d'empêcher toute forme d'organisation transpartisane, toute forme d'organisation où des Algériens d'opinions divergentes, diverses, se réunissent pour produire des idées et agir ensemble. Il a été jusqu'à interdire aux partis politiques de recevoir dans leurs locaux des citoyens qui ne sont pas encartés chez eux parce que nous avons affaire, d'abord, il faudra le dire, c'est un des problèmes de l'Algérie, c'est le fait que les hommes du passé et du passif sont au pouvoir. Depuis 1962, on est toujours dans des hommes qui ont participé à toutes les crises depuis 1962. Donc ils sont dans les centres de décision névralgiques. Notre problème, c'est que notamment depuis 2019, nous avons affaire à des complotistes. Ces gens qui sont convaincus que partout il y a du complot. À chaque fois qu'il y a un petit problème, ils accusent soit des étrangers, soit des Algériens qui sabotent. Donc on a vu, mais y compris dans des problèmes qui concernaient l'approvisionnement du marché en lentilles, ou bien en climatiseur, ou bien en pois chiches. Donc c'est très difficile d'agir dans des conditions pareilles. Mais il faudra espérer qu'une élite qui vient de la nouvelle génération, qui n'a pas dirigé par le passé, qui n'est pas impliquée dans les conflits du passé, arrive à prendre une partie, au moins en partie, le pouvoir dans ce pays pour commencer à réfléchir sur la manière de discuter. Parce que l'objectif finalement c'est quoi? C'est de faire en sorte à ce que nous réglons le problème des crises, ce que j'ai toujours appelé les crises cycliques que nous vivons depuis 1962, les crises politiques récurrentes qui ne sont jamais véritablement résolues, qui continuent de secouer l'Algérie et qui empêchent le pays d'avancer vers une stabilité pérenne. En fait, ces convulsions, si on peut les appeler comme ça, ils dévoilent les failles. En fait, les failles, ils sont structurelles dans le système. Donc, c'est des failles structurelles du système de gouvernance. Donc, c'est pour ça, nous avons toujours, en tout cas, moi, j'ai toujours prôné l'idée de revoir le système de fond en comble. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de sauver ce système. Bien au contraire. Il s'agit de tout faire pour en finir avec ce système. Donc, de mettre en place un système qui sied aux aspirations des Algériens, un système qui puisse projeter le pays vers une stabilité pérenne et une stabilité dans laquelle nous allons en finir avec les problématiques de gouvernance, les problématiques de corruption, d'absence de transparence qui refont surface de façon cyclique. En tout cas, moi, je ne crois pas que c'est à travers ni les élections qui vont avoir lieu en septembre, ni les élections qui vont avoir lieu plus tard, si jamais on ne passe pas par une étape dans laquelle il faudra refonder le système dans son intégralité. Très bien. Restez avec nous, Mohsen Belabbas. Professeur Laouari Addi, il y a une question aussi que je voulais vous poser avant la fin de cette émission. Mohsen Belabbas a parlé d'espoir donc pour ces jeunes Algériens, qu'il faut espérer donc qu'il y ait un changement de système en Algérie. Mais la question que je voulais poser aussi, c'est par rapport à ce qui se passe en France
Vous avez fait une interview et là on peut voir le titre, c'est nos amis de la régie, très rapidement, le titre de Houari Addi sur l'Algérie. Le Rassemblement national agite beaucoup de fantômes, mais s'il arrive au pouvoir au lendemain des élections législatives, le Rassemblement national veut, dans le cadre d'une politique migratoire totalement remaniée, abroger l'accord franco-algérien de 68, quitte à froisser Alger. Donc l'entretien a été fait avec vous, Houari Addi. Est-ce que vous pensez, donc le deuxième tour de demain, est-ce que vous pensez que cette élection pèsera sur les relations algéro-françaises? Très rapidement, Houari Addi. Fondamentalement, premièrement parce que les relations officielles entre le gouvernement algérien et le gouvernement français ont le plus souvent été mauvaises que bonnes. Avec, si jamais il y a un Premier ministre du Front National, dont on sait qu'il est foncièrement anti-algérien, puisque son fondateur a été Jean-Marie Le Pen, qui a d'ailleurs qui a perdu un œil dans la guerre de libération et qui était très Algérie française. Donc s'il arrive au pouvoir, les conséquences vont être l'expulsion massive de tous les Algériens qui sont clandestins vers l'Algérie, la restriction des visas, mais pas plus. Et pourquoi pas plus? Parce que l'Algérie aussi a des atouts pour imposer des limites à la politique du Front National vis-à-vis de l'Algérie. Si jamais le Front National va au-delà dans son hostilité à l'Algérie, eh bien, les entreprises françaises perdront le marché algérien. Le marché algérien sera ouvert aux Allemands, aux Chinois, aux Turcs, aux Italiens, mais pas aux Français. Et ça, c'est pour cela que le Front National ne fait que agiter des fantômes, comme je dis, mais il n'y aura pas une très grande différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Merci beaucoup, professeur Houari Addi. Merci à vous. On est arrivé à la fin de cette émission. Professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie et Sciences Po. Vous étiez avec nous depuis Lyon. Merci à Mohsen Belabbas, ancien président du RCD. Merci aussi à Raouf Farah, chercheur en géopolitique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup. Merci.